Bonsoir. Donc pour le dernier thème de cette rencontre, on voulait parler des pouvoirs dans nos villes. C'est la question en fait. Il s'agit ici de se pencher sur l'implication politique des personnes qui sont issues des quartiers populaires, des habitants des quartiers populaires, dans la vie politique et citoyenne, aussi bien à l'échelle locale que nationale, avec ce triste constat que malheureusement la classe sociale, le code postal, mais aussi bien souvent les origines, vont avoir un impact sur le sentiment de légitimité que vont développer les habitants de ces quartiers et qui va se traduire par un désengagement. Et ici, il s'agira de réfléchir sur comment recréer cet engagement et ce lien. Et en effet, bonsoir également. On voulait se pencher sur la question de la représentativité des habitants des quartiers populaires. Pourquoi représentativité auprès des collectivités, parmi les élus, mais aussi en règle générale dans la vie associative locale, dans la vie locale tout simplement. Pourquoi? Parce que la représentativité des enjeux sociaux, des questions spécifiques aux quartiers populaires, mais aussi des vécus qui peuvent être différents, c'est très important pour approcher, construire des politiques publiques. C'est très important dans la manière dont on va se focaliser, sur la manière dont on va penser le rapport aux autres et le rapport à l'action, qu'elle soit publique locale ou même publique nationale. Et c'est aussi très important, à la fois pour pouvoir mettre à l'ordre du jour des sujets qui sont souvent pas considérés comme légitimes, mais c'est aussi très important pour l'estime de soi des personnes qui se sentent représentées. C'est pourquoi on voulait absolument que cette thématique soit abordée lors des rencontres nationales ici. Et donc on va commencer par un panel d'intervenants qui sont eux-mêmes des acteurs de cette démocratisation dans leur quartier. Et on va commencer par accueillir Aminata Fadiga de l'association Cité des Chances, qui est une association qui œuvre à recréer ce lien, récréer de l'engagement pour les jeunes dans la vie politique et citoyenne. Bonsoir à tous. Donc, comme on vous l'a dit, je m'appelle Aminata Fadiga. Je suis directrice des relations publiques de l'association Cité des Chances. Et donc, à l'époque où on parle beaucoup d'abstention. On parle beaucoup d'abstention, de manque de légitimité, de manque de représentativité. Et donc notre association vise à lutter contre ces choses-là, mais chez les jeunes de quartier, auprès des jeunes de quartiers populaires. Et donc en tant que bénévole, j'ai deux perspectives sur ces questions-là. La première, en tant que bénévole, donc avec des jeunes qui m'entourent, qui sont étudiants, qui viennent de quartiers populaires, et qui se sont sentis comme personnes de seconde zone, comme les oubliés de la République un peu. Et donc pour lutter contre ce sentiment, chez les jeunes, chez ceux qui nous suivent, on intervient dans les classes pendant 8 à 10 semaines à travers des simulations parlementaires et on lutte concrètement contre l'autocensure, contre le sentiment d'illégitimité en donnant la parole aux jeunes sur des sujets qui les concernent directement ou pas forcément. Et on leur donne carte blanche et c'est toujours un grand sentiment de fierté qui nous prend quand on les voit se saisir de ces arguments, les défendre, se révéler au CESE, à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Et qu'à la fin des simulations, ils nous disent moi j'aimerais bien être député. Au début, je pensais que ce serait nul, mais en vrai, c'était fantastique, j'ai adoré. Nous, notre devise à Cité des Chances, c'est « Vous êtes légitimes et vous êtes capables ». On le sait qu'ils le sont, on sait qu'ils sont légitimes, on sait qu'ils sont capables, mais ça nous fait plaisir et ça nous fait du bien en fait, de les voir se réaliser. On entre actuellement dans une période électorale, les élections européennes, qui sont caractérisées, comme on le sait, par une large abstention. Et à la Cité des Chances, on a un programme qui s'appelle la Cité à voter. On intervient dans les quartiers, au grec, dans les maisons de quartier, dans un gymnase, et on va écouter les jeunes. On écoute leurs ambitions, on écoute leurs craintes, et on les transmet en fait aux candidats aux élections. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a besoin de vous, on a besoin de nouveaux bénévoles, on a besoin du soutien de députés pour pouvoir emmener ces jeunes-là à l'Assemblée. On intervient partout en Île-de-France, mais on a pour ambition de s'expandre et d'aller dans toute la France. Donc contactez-nous sur Instagram, sur LinkedIn et venez, rejoignez-nous, rejoignez cette belle famille qui est Cité des Chances. Bravo. Merci.
Alors, la deuxième personne qui va intervenir, j'espère qu'elle est arrivée. Il s'agit de Bali Bagayoko. Est-ce qu'il est là dans la salle? Il arrive, voilà. Donc, ex-élu municipal au sport de Saint-Denis. Une ovation, on l'applaudit. Il va intervenir en tant qu'ancien élu sur les questions de représentativité des habitants des quartiers populaires, notamment au niveau d'une commune. La parole est à toi. Merci, merci à vous. D'abord, je vais commencer par faire un tonnerre d'applaudissements, je veux dire, à celles et ceux sans qui cette initiative n'aurait pas eu lieu. D'abord, celles et ceux qui étaient là la première édition en 2018. Tonnerre d'applaudissements. Vous étiez là? On vous applaudit. On les applaudit. Deuxièmement, bien sûr, c'est tous les militants, tous celles et ceux qu'on ne voit pas en fin de compte, qui sont derrière, qui font un travail exceptionnel, qui ont fait depuis maintenant plusieurs mois le collage et tout ça. Honneur, honneur à eux. Tonnerre d'applaudissements. Alors moi, je vais être très rapide parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Juste retenir au moins 3 aspects qui me semblent essentiels. La première, c'est de considérer que depuis 2018, je vais faire un petit clin d'œil particulier, notamment à Eric, qui a porté en fait cette première édition avec l'ensemble de celles et ceux qui étaient là à ce moment-là. Il y a quand même pas mal de choses qui ont avancé quand même. Je me souviens que, même si bien avant, il y avait bien sûr Assa et d'autres qui ont mobilisé beaucoup sur la question, par exemple, des difficultés qu'on rencontre dans les quartiers, les violences policières et tout ça, que ce soit Omar ou d'autres qui ont vraiment été les premiers à prendre les coups de gourdin, à la fois médiatiques, mais aussi des coups de gourdin, y compris du point de vue de la police, le fait qu'en 2018, il y ait eu un certain nombre de prises en considération, y compris dans les éléments programmatiques, je pense que c'était une avancée qui n'est pas, entre guillemets, finie, mais qui est une avancée qu'il faut saluer. La deuxième chose, il est vrai que sur la question des quartiers populaires, je dis aussi qu'il faut qu'on soit en capacité de pouvoir continuer à passer le témoin. La question de la transmission de celles et ceux qui nous ont précédés doit véritablement être un enjeu extrêmement important. Nous avons une jeunesse qui aujourd'hui est de plus en plus armée, au sens y compris intellectuel, au sens philosophique du terme, mais aussi au sens de l'engagement sur des formes diverses et variées qui ne demandent uniquement qu'à agir. Il y a une question qui a été évoquée sur la question de la représentation et de la représentativité, y compris dans le champ politique. Il faut qu'on soit aussi très clair. Nous avons encore à faire ce travail-là. Il est vrai qu'il y a une avancée qui est certaine, y compris lors des élections législatives dernières, d'autres élections doivent venir. Nous devons continuer à créer les conditions pour que l'ensemble de celles et ceux qui sont les nôtres soient en responsabilité demain, parce que c'est eux qui seront les plus en capacité de pouvoir nous représenter, c'est eux qui seront les plus en capacité de pouvoir à la fois assumer ce qui est notre idéal. Puis dernier aspect qui me semble aussi essentiel, il est vrai que dans le chemin de celles et ceux qui sont les résistants, il y a véritablement celles et ceux qui ont une colonne vertébrale relativement solide et qui, malgré tous les tsunamis, font face à la fois à la rumeur, font face aux menaces, font face aussi aux des intimidations. Il en existe un paquet dans le quartier populaire. Et ils ne sont pas forcément élus. Ils sont élus pour certains, et on leur apporte bien sûr toute notre solidarité, mais il y en a plein qui sont dans ces quartiers, que ce soit des femmes, que ce soit des jeunes, que ce soit des moins jeunes, qui au quotidien sont victimes de racisme, sont victimes à la fois de xénophobie, sont victimes à la fois de menaces, et je veux vraiment qu'on ait une pensée particulière pour eux. Une pensée particulière à la fois pour celles et ceux qui aujourd'hui, par exemple, dans la période de froid énorme où l'État n'a absolument rien prévu, sauf de l'indifférence, qu'on ait vraiment une pensée pour celles et ceux qui, à la fois dans les acteurs associatifs, qui accompagnent l'ensemble des ceux qui sont les nôtres, qui sont à la fois en souffrance. Il faut absolument que nous soyons en capacité demain de pouvoir être en responsabilité, parce que la politique, c'est ni plus ni moins la capacité à changer les choses. Si on ne change pas les choses, alors ce n'est pas de la politique, c'est de la conservation. Et donc c'est la raison pour laquelle je tiens à la fois une fois de plus à remercier tous celles et ceux, entre guillemets, qui font vivre notre projet de société, qui est un projet de société de transformation sociale et qui est un projet qui permet de permettre à des populations de tenir debout, et particulièrement à celles et ceux qui sont dans les quartiers populaires. Je suis ici de Saint-Denis, j'ai eu des responsabilités politiques, je sais ce que c'est être aujourd'hui quelqu'un issu de la diversité au sein du milieu politique. Bien sûr qu'il y a des rumeurs, bien sûr qu'il y a des intimidations, bien sûr parfois aussi il y a à la fois du racisme à l'intérieur du milieu politique, mais aussi au sein d'un certain nombre de courants. Mais en même temps, l'ensemble de ces réalités-là, nous les connaissons. Et c'est parce que nous les connaissons que désormais, ils font partie aujourd'hui de notre énergie. Et c'est la raison pour laquelle nous ne mettons pas les genoux au sol. Et je tiens particulièrement, je veux dire, à remercier tous celles et ceux qui agissent au quotidien et qui font encore vivre le drapeau des quartiers populaires. J'ai entendu Jean-Luc Mélenchon qui évoquait la question de l'unité populaire. L'unité populaire, elle a existé en fait dans nos quartiers depuis bien longtemps.
Et aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est absolument, partout où nous nous trouvons, aujourd'hui c'est une dynamique qui est transcourant politique, il faut qu'on crée les conditions pour que l'ensemble de celles et ceux qui portent aujourd'hui cet espoir d'un avenir meilleur se retrouvent, quelle que soit leur situation à la fois politique, associative et autres. Et c'est comme ça qu'on arrivera à changer les choses. Merci à vous, force et honneur à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce beau discours. Et maintenant, nous allons accueillir notre 13e intervenante sur le thème du pouvoir dans nos villes, Zouina Madour, qui intervient au nom du collectif de militants historiques. Un collectif qui compte plusieurs militants historiques qui nous sont présents aujourd'hui, dont certains étaient déjà présents pour la première édition des Rencontres nationales des quartiers populaires, organisée il y a 5 années. Et donc c'est le collectif national des quartiers populaires. On accueille tout d'abord Zouina Madour, mais on salue également Omar Slaouti qui est présent, Samir Ahmad Abdallah et Tarek Alcantari, qui sont des militants aussi historiques de cette association. Merci de me donner la parole. Tiens, bah vas-y Omar, elle t'a salué, viens avec moi. je me sentirai moins seule. Commencer déjà à remercier la France Insoumise de nous avoir invités aujourd'hui à l'occasion de ces rencontres nationales. Notre collectif, une partie d'entre nous était déjà présent en 2018. On est venu vous parler, nous, de l'action politique que nous sommes en train de mener depuis 2022. Donc 2022, nous avons réuni, rassemblé une centaine d'acteurs, de militants qui agissent sur les quartiers populaires au niveau national. Et nous avons une première étape qui était de dire, compte tenu de la situation politique actuelle extrêmement grave, de tout point de vue, que ce soit une crise sociale, sanitaire, politique, enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans le racisme. Vous avez eu un inventaire de tout ce que nous subissons, vous connaissez, donc je ne vais pas revenir là-dessus, ce n'est pas utile. Quand on s'est réunis pour prendre une première décision, qui était de s'impliquer dans le jeu électoral, ce que nous ne faisons pas habituellement, de manière collective. Parce qu'après, individuellement, certains d'entre nous, depuis plus de 30 ans, se sont essayés, en tout cas, au jeu électoral à différents niveaux. Là, compte tenu de la situation très grave que nous rencontrons en France, on s'est dit qu'on n'avait pas le choix, qu'il fallait qu'on agisse, qu'on intervienne. Et on a donc décidé de mener une campagne et de soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Et notre campagne s'appelait « On s'en mêle ». Et on a donc travaillé avec différents outils, à diverses rencontres sur l'ensemble des territoires, pour faire en sorte effectivement qu'on puisse mettre Jean-Luc Mélenchon, en tout cas au deuxième tour, dans un premier temps, et pourquoi pas la présidence. Ça, c'était l'objectif. Alors évidemment, pas comme ça, c'est parce qu'on s'est aussi rendu compte qu'il y a eu un changement de discours dans le projet politique de la France Insoumise, clairement. Jean-Luc Mélenchon l'a dit tout à l'heure, je ne reviens pas dessus. Il a au moins cette humilité de pouvoir dire qu'il y a plus de 30 ans, 40 ans, ils n'étaient pas du tout sur les enjeux que nous portons, nous, collectivement, sur les quartiers, depuis plus de 40 ans, voire au-delà d'ailleurs. Parce que nous, on prend le relais de ceux qui nous ont précédés. Et on nous a transmis, en tout cas, cette mémoire des luttes, et on a continué à s'impliquer et à agir sur différents sujets sociétaux, qui nous fracassaient dans nos vies de tous les jours, mais qui n'étaient absolument pas pris en considération par tout le panel politique de ce pays, droite comme gauche. Donc je dis tout le panel politique. Et on pourrait y compris élargir aux organisations humanitaires, aux organisations militantes, aux organisations syndicales et ainsi de suite. Voilà. Donc les thèmes, vous les connaissez, c'est la question de la violence policière, c'est la question de la double peine, c'est la question des conditions de détention, c'est la question de vivre dignement, d'avoir un salaire décent, de pouvoir accéder à du logement, c'est toutes ces questions-là. Ces questions qui font que les habitants dans les quartiers populaires subissent de plein fouet l'ensemble des politiques publiques qui sont mises en œuvre dans ce pays par tous les dirigeants de ce pays, tous, sans exception. Voilà. Donc c'est aussi pourquoi on a décidé de s'engager dans cette campagne, parce qu'on s'est dit, on voit et on sait très bien tous que ce qui arrive bientôt là, et qui risque effectivement de s'installer au pouvoir en 2027, c'est le Rassemblement national. Et ça, c'est aussi ce qui fait qu'on s'est engagé en disant, à un moment donné, c'est pas possible. Même si, depuis toujours, voilà, moi je fais partie des anciennes générations, donc on nous a toujours dit, mais soutenez-nous, parce que vous comprenez, si vous ne nous soutenez pas, c'est le Front National qui va arriver au pouvoir. On a toujours été les objets de ce chantage, toujours. Et finalement, en étant à chaque fois rejetés à la marge, comme, voilà, c'est classique, c'est le parcours. Pour autant,
Pour autant, je le précise, je ne parle pas en tant que victime. Je parle en tant que femme qui s'assume, qui a pris ses responsabilités, qui s'est organisée collectivement et qui a décidé de se battre avec les armes qui lui étaient données pour pouvoir faire en sorte que les choses changent et que les conditions des habitants dans les quartiers populaires soient véritablement prises en considération. Ça, c'est la démarche. Je fais partie d'une histoire et le rassemblement très large que nous avons mis en route, ce sont des acteurs et parfois certains avec qui, moi je viens d'une organisation, c'est le mouvement de l'immigration des banlieues, on pouvait ne pas partager un certain nombre d'objectifs avec d'autres organisations. Mais, comme l'a fait Mélenchon, nous-mêmes, nous l'avions pensé, on s'est dit qu'il faut qu'on aille rencontrer tout le monde. Il faut qu'on invite au-delà de nous-mêmes, même ceux avec qui on a des divergences sur certains points, il faut qu'on y aille ensemble, parce que si on ne fait pas collectif, on ne pourra pas créer un rapport de force. Et que vraiment, c'est cette question-là qui est aujourd'hui en jeu. C'est la question des rapports de force et du pouvoir que l'on peut installer pour faire que véritablement, ce ne soit plus des phrases ou des incantations, mais que la question du pouvoir soit véritablement partagée avec tous ceux qui contribuent à la richesse de ce pays. Et dans les quartiers, la richesse de ce pays, les gens, ils y participent. Je voudrais citer un événement qu'on a tous vécu, la crise sanitaire. Pendant la crise sanitaire, c'était flagrant. Tout le monde était au ralenti. Tout le monde avait fermé la porte. Tout le monde avait baissé les bras. Qui était encore actif? Les premiers de corvée, comme on dit, qui étaient encore au travail parce qu'eux, ils ne pouvaient pas ni faire du télétravail, ni se mettre en repos, ni prendre des congés parce que c'est juste infernal. Leurs conditions de travail, vous les connaissez, je ne reviens pas dessus. Et ce sont aussi toutes les associations de quartier qui ont organisé la solidarité pour faire que les gens aient des masques, les gens aient des moyens de sortir, que les gens aient des moyens de manger, que les gens aient des moyens de pouvoir continuer à vivre malgré tout. C'est un exemple, c'est une parenthèse. Je sais, j'ai 3 minutes, mais je vais... non, on est déjà à 6 là. Je vais continuer, juste 3 minutes. Donc là, l'étape de On s'en mêle, on l'a terminée. On est dans une autre étape qui est celle de la construction d'une organisation nationale dont l'objectif est de donner du pouvoir aux gens dans les quartiers. Et je vais proposer à Omar qu'il prenne le relais sur la deuxième partie. Ben écoutez, ça va être très court parce qu'on va être très peu de temps, on va respecter le timing, il n'y a pas de problème. Juste pour dire, avant de rentrer dans ce que nous on appelle l'Assemblée nationale des quartiers populaires, on a un rendez-vous demain contre Darmanin et sa clique, ça se passe à République. C'est à 14h45 parce que nous on est capable, évidemment, de parler, de réfléchir, d'analyser. Et ça marche avec l'action. Et dans l'action, on n'est pas les moins mauvais, les plus mauvais dans cette affaire-là. La deuxième chose, il va falloir compter, c'est dit, et entendez-le bien, avec ce que nous on appelle la dynamique des quartiers populaires. On le dit modestement, mais n'empêche qu'on rentre par effraction dans la sphère politique en disant on provoque d'ici très peu de temps ce qu'on appelle l'Assemblée nationale des quartiers. Ça a une drôle de gueule, ça aura de la gueule en tout cas, ça aura notre gueule en tout cas, mais c'est l'idée de dire qu'il n'y aura pas d'échéance électorale sans qu'on puisse conjuguer la vie de ceux et celles qui sont les premières victimes des inégalités sociales et raciales dans ce pays-là. Mais dire ça, c'est pas diviser, au contraire, c'est créer de la dynamique et c'est même dire, et pour je finirai là-dessus, dire qu'il n'y aura pas de changement fondamental, y compris d'un point de vue institutionnel, si les quartiers populaires ne sont pas dans la bagarre. Ça, on l'a compris, c'est pas un truc anecdotique, on n'est pas ici dans la fantaisie, on n'est pas dans le folklore, on n'est pas dans quelque chose de superfétatoire, on est dans du dur, dans du vrai, et ça se passera nécessairement avec les quartiers populaires. Mais dire cela, c'est dire que lorsqu'on convoquera l'Assemblée, on parlera évidemment des services publics parce que si les quartiers populaires ne sont pas des déserts politiques, ils sont évidemment désertés en premier lieu parce qu'ils relèvent de la première forme de redistribution sociale, c'est-à-dire les services publics, les crèches, les hôpitaux, les écoles, tout ce qui fait qu'on peut rester encore debout et conjuguer à égalité de droits nos dignités, quel que soit l'endroit où on vit, quelle que soit la latitude du pays d'origine, parce que c'est aussi ces questions-là. Voilà pourquoi nous, on revendiquera évidemment les mobilisations dans les cités, les ronds-points dans les zones rurales, parce qu'il y a un tous et tout ensemble à faire ensemble, même si nous ne partons pas de la même histoire, du même point d'origine. Il y a cette idée fondamentale qu'on ne va pas se laisser faire aux dépens d'une autre partie de la classe populaire, des classes bourgeoises de ce pays-là. Voilà, je finirai là-dessus. Pardon, on a été peut-être un petit peu trop long, mais en même temps, c'est tellement bon quand la France Insoumise nous donne la parole. Nous, on déguste en longueur.
C'est comme ça, t'inquiète pas mon frère, c'est fini. C'est fini. On vous donne rendez-vous pour l'Assemblée nationale des quartiers populaires. Vous êtes tous et toutes invités. C'est la première fois où tu peux rentrer sans qu'il y ait un videur ou une videuse à l'entrée. Je fais pas allusion ici, il n'y a pas de problème. Hein. Mais vous rentrez comme vous êtes et vous ressortirez différemment que comme vous êtes entrés. Moi, je vais juste vous donner les dates. Je vais juste vous donner les dates, comme ça vous les enregistrez et vous êtes les bienvenus. On invitera d'ailleurs la France Insoumise comme d'autres. Ce sera du 26 au 28 avril. On cherche le lieu, ce sera en région parisienne. Et ce que je voulais aussi ajouter, là vous discutez du pouvoir dans les villes, nous on pose la question du pouvoir à toutes les échelles, y compris nationales. Et un autre élément qui est important, c'est en totale autonomie, nous sommes des alliés, vous ne pouvez pas faire autrement, nous ne pouvons pas faire autrement. Et donc l'intérêt collectif de nous tous, c'est de s'associer pour agir ensemble en totale autonomie. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, pour le quatrième intervenant, il est député France Insoumise du Val d'Oise. Il s'appelle Carlos Martès Bilongo. Il est en face de moi. On va l'appeler. On l'applaudit très fort. Il va intervenir sur son parcours avant d'être député dans le tissu associatif. Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, j'aimerais vous féliciter parce que on a ici l'ensemble des quartiers populaires. Là, je vois les Marseillais, ici les Toulousains, des Lyonnais, des Grenoblois, les gens de Roubaix. Et les Dionysiens, bien sûr, l'Île-de-France qui est ici représentée, mais nous sommes à domicile et je pense qu'il faut saluer les personnes qui se sont déplacées de très loin. On a évoqué différents thèmes au long de cette journée. J'aimerais aussi rendre hommage à Éric Coquerel pour cette deuxième édition. À l'Assemblée nationale, le 19 juin 2022, dès lors on a été élu, directement, il a sensibilisé l'ensemble des députés sur la thématique des quartiers populaires. Nous étions élus depuis une semaine. Il nous a rappelé la première édition. Il a demandé à quel député de telle ville de se joindre à nous pour travailler cette thématique. Et aujourd'hui, c'est une réussite. Nous sommes ici depuis 10 heures. Beaucoup de personnes se sont mobilisées pour venir aujourd'hui. Nous sommes le 13 janvier, l'année vient de commencer, et je pense que ça envoie déjà un signal. Là, je veux parler de pouvoir dans nos villes, c'est le pouvoir politique. C'est un signal important. Nous sommes à 6 mois d'une échéance, les élections européennes, où la participation est parfois très faible dans les quartiers populaires et dans nos villes. Il va y avoir les élections municipales qui vont arriver en 2026 et les élections présidentielles et législatives aussi. Il y a eu Omar Slaouti qui s'est exprimé et qui avait fait un très bon score aux élections municipales à Argenteuil. J'aimerais qu'on applaudisse Omar Slaouti pour l'élection municipale à Argenteuil où il a fait un très bon score. La Cité des Chances a évoqué l'association d'être représentée dans les instances. C'était le Sénat ou l'Assemblée. Et il y a la collectivité, moi, qui est importante. Je salue le travail de mon collègue député François Picmal, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui fait un travail énorme sur la ville de Toulouse, auprès des habitants. Je salue le travail de mon camarade David Guiraud aussi, qui fait un travail énorme sur la ville de Roubaix. Ça passe par là aujourd'hui. Parce que les habitants des quartiers populaires, c'est les problématiques du lendemain souvent qui leur parlent. On a beau leur parler d'ici dans 2 ans, dans 3 ans, ça ne nous parle pas. Et moi le premier. J'ai commencé à m'engager en politique, à être sensible à la question politique, c'est en 2002. Quand ma mère m'a dit, Carlos, tu sais, c'est très grave ce qui se passe actuellement. Ce monsieur avec son œil qui n'est pas très beau est passé au 2e tour. C'était Jean-Marie Le Pen. Elle m'a dit à cause de l'abstention, on n'a pas été voté, on n'a pas été en nombre pour aller voter pour avoir Jospin éventuellement au 2e tour. Ça a été un déclic. Et toute ma vie en fait, j'ai eu différents déclics. Dans ma vie scolaire où j'étais délégué de classe, j'ai toujours lutté pour les injustices dans mon quartier. On a vécu les violences policières de 2007 avec 2 jeunes qui se sont morts, renversés par la police. On n'a jamais eu de réponse. Et quand vous subissez ça à 15 ans, quand vous perdez des camarades de classe, des amis, vous dites qu'on veut s'engager. Parce qu'au moment où on s'engage, c'est là où on est écouté. Et souvent, les pouvoirs en place dans les communes, ils adorent l'abstention. Si j'ai jamais eu, moi, une politique volontariste pour vaincre l'abstention. Parce que ceux qui ont le pouvoir, ça les arrange au final. On ne vote pas pour, ils ne se déplacent pas, on est élu, on est content. Dans différentes villes, il y a des villes avec des cas de figure différents. On a un peu de quartier populaire, un quartier résidentiel, et on le voit.
dans les quartiers résidentiels, ça vote, ils ont leurs élus, et au final, on nous laisse de côté. Et je pense qu'il faut s'organiser au maximum. Et les gens parfois disent non, la politique ça ne me parle pas, j'aime pas les partis politiques. Il n'y a pas une collectif ici qui sont présents. Des collectifs de militants qui disent on est apolitique, on a des actions à mener, à porter, mais ensuite dès qu'il y a un scrutin, on recule, on ne veut pas. Chacun de vous aujourd'hui, vous avez fait naître un constat, des idées, un programme même que vous pouvez mettre en place dans les communes. Et je pense qu'il faut aller vers ça. Il faut créer un rapport de force au sein de votre collectivité, que ce soit même dans un quartier, à l'échelle de la ville, tout dépend de la taille de la ville. Mais il faut s'organiser, parce qu'on ne vous respecte que par le rapport de force. Le rapport de force, il est politique. Quand on voit qu'on vient appuyer sur nous à chaque fois, quand le système capitaliste nous roule dessus, comme un rouleau compresseur, c'est à ce moment-là qu'il faut s'organiser pour prendre le pouvoir. Et je vois le camarade qui veut me dire stop, mais je serai comme Omar Slaouti. Mon ami, tu vas attendre. Je finirai par une phrase de Nelson Mandela. Merci les Marseillais, bon retour à vous, Sébastien. Merci. Un combattant de la liberté apprend de façon brutale que c'est l'oppresseur qui définit la nature de la lutte. Il ne reste souvent à l'opprimé d'autres recours que d'utiliser les méthodes qui reflètent celles de l'oppresseur. Alors, comme l'oppresseur utilise le pouvoir politique pour nous écraser, à vous d'utiliser les mêmes armes, de vous organiser dans vos villes pour prendre le pouvoir. Et à chaque scrutin, s'il vous plaît, dès les européennes, organisez-vous avec les habitants et habitantes de vos quartiers pour aller voter. En tout cas, voilà, merci à vous et très belle fin de soirée à vous. Merci beaucoup, Carlos. À présent, nous allons accueillir Sabrina Nouri, qui est une figure importante de la lutte, notamment pour la place des femmes dans les quartiers populaires. Elle a créé une association qui s'appelle Diplomatie féministe et qui veut redonner le rôle de l'importance aux femmes dans les institutions. Merci, 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 merci. Il n'est pas possible, il est impossible de quitter cette journée si on ne parle pas des femmes des quartiers populaires. Impossible. Les femmes des quartiers populaires sont le pilier des quartiers populaires. Je suis déjà venue en 2018 le dire. Tu te souviens, Manon? Je l'ai dit, que les femmes des quartiers populaires, elles étaient les chefs d'entreprise de leur foyer. Elles gèrent les finances, elles gèrent l'éducation des enfants, elles gèrent toute la communauté associative. Quand vous allez vous balader dans les fêtes d'associations, celles qui gèrent les associations, majoritairement, ce sont des femmes. Ces femmes-là sont très courageuses. Elles se lèvent le matin très tôt. Elles rentrent des fois très tard. Et malheureusement, les pouvoirs publics les invisibilisent. Dans le salaire, dans les conditions de vie, dans les conditions de travail. C'est insupportable. Alors ces femmes qui sont courageuses, qui tiennent debout, on l'a vu pendant le Covid. Qui était dans les hôpitaux à nettoyer, à désinfecter? C'est elles. Qui était dans les magasins? On les a vues tout à l'heure. Les femmes qui sont montées sur cette estrade, c'était des femmes. Elles étaient 3 et elles se battent pour leur travail. Elles travaillent à Carrefour, ce sont des caissières. Elles étaient là pendant le Covid. Et aujourd'hui, elles doivent se battre pour leurs conditions de travail. L'humanité que nous devons avoir, elle se concentre aussi dans les quartiers populaires à travers ces femmes. Et nous devons les aider. Nous devons les aider. C'est pour ça que s'investir et s'engager en politique, c'est à une autre dimension que s'investir dans les associations. Les associations, on est en confort, on est en confiance, on est entre nous, c'est local. Mais dès qu'il s'agit de discuter, d'investir les institutions, eh bien là, on recule. On a des freins. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que je suis à la hauteur? Je n'ai pas fait assez d'études.
Mais nos vies, nos épreuves, les épreuves de la vie, c'est ça qui a fait notre éducation. Nous n'avons pas besoin, nous, d'éducation populaire. Je n'aime pas ce terme. Je préfère la transmission populaire, la formation populaire. Nous n'avons pas besoin d'être éduqués. Nous avons été éduqués par nos épreuves, par nos parents. Nous voulons acquérir le savoir pour l'émancipation populaire. Nous avons besoin que ces femmes soient émancipées pour arriver dans les institutions et changer une bonne fois pour toutes cette société gangrénée par le patriarcat. Cette société qui dirige des villes pour des hommes, par des hommes. Eh bien, il y a un moyen de changer, c'est d'investir les municipalités, les congrès, les parlements. Nous devons intégrer ces parlements. Nous devons dire en face à tous ces gens qui ignorent les quartiers, qui ne savent pas comment on vit, qu'il y a des choses à faire. Nos enfants grandissent, doivent aller à l'école, pas privée, publique. Nous devons nous émanciper. Et cette émancipation, elle passera par quelque chose que l'extrême droite n'a pas. Mes amis, l'extrême droitisation de la politique est un danger pour nous, est un danger pour nos familles, est un danger pour nos enfants. C'est sous nos yeux. Ils ont la peur de l'étranger. Ils ont peur. Nous n'avons pas peur. Les quartiers populaires n'ont pas peur. Les quartiers populaires sont organisés. Les quartiers populaires doivent s'émanciper. Parce que nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas. Nous avons la solidarité. Nous avons l'unité. Quand quelqu'un tombe, on le relève. C'est ça que nous avons dans nos quartiers populaires. C'est ça qu'il faut garder et c'est ça qu'il faut continuer à faire mois, après année. Et nous reviendrons ici l'année prochaine encore plus nombreux, encore plus forts. Et, mesdames, engagez-vous. Alors, on va faire 10 minutes de ruche. On retourne en ruche. Donc, je vais vous demander de vous remettre au niveau des tables. On va également vous distribuer un questionnaire qui sera, pendant que vous remplissez les ruches, qui sera ensuite à compléter avec la seconde partie de la présentation sur le thème de la politique dans nos villes. Donc, il s'agit en fait d'un questionnaire qui a été élaboré sous l'initiative de Raquel Garrido et de son équipe pour s'interroger sur les raisons de l'abstention dans les quartiers populaires notamment, où l'abstention frappe de manière beaucoup plus importante, et de voir justement quelles sont les mesures qui peuvent être mises en place pour justement contrer cette abstention. Julie, donc vous avez reçu normalement sur vos tables le questionnaire. Moi, je voulais revenir très rapidement sur la raison pour laquelle, en fait, on a conçu cette campagne d'audit contre l'abstention, parce qu'on se rend compte qu'au fil des campagnes, notamment présidentielles, on n'arrive pas vraiment à faire reculer cette abstention. En Seine-Saint-Denis, aux dernières élections présidentielles, l'abstention, c'est plus de 30%. Plus de 30%. Et c'est en augmentation de près de 4 points depuis 2012. Donc on échoue, malheureusement, dans notre stratégie, à faire reculer cette abstention. Et c'est un vrai souci parce qu'il y a tout un tas de nos concitoyens et de nos concitoyennes qui s'auto-excluent du corps électoral, qui s'auto-excluent du vote. Et ça pose vraiment la question, et c'est la copine tout à l'heure qui le disait, la question du partage du pouvoir. Si dans nos quartiers, les gens considèrent que c'est plus une solution que d'aller voter, parce qu'ils sont dégoûtés et en même temps, à juste titre, ils ont de bonnes raisons de l'être, puisque dans nos quartiers, les services publics sont oubliés, que voilà, la République les abandonne. Eh bien, si ces gens-là sont dégoûtés, et qu'ils n'ont plus ce réflexe du vote, eh bien, on se retrouve dans la situation qu'on connaît actuellement avec Macron au pouvoir. Donc, nous, on part de ce postulat et on va aller, on espère, pouvoir aller toquer à toutes les portes pour trouver en fait le moyen de faire revenir les gens, aux urnes, mais pas en leur disant « faites-moi confiance, moi je suis mieux que » ou « j'ai la bonne solution », mais faites-vous confiance.
en leur proposant des mesures qui seraient susceptibles de les faire revenir aux urnes. Et ça, c'est important aussi parce que ce questionnaire-là, c'est un moyen, comme on l'a vu, de toucher des gens qu'on ne touche pas par TikTok, par les réseaux sociaux, des personnes qui n'ont pas de mail, qui n'ont pas de 06 et qui sont complètement exclus de ça. Donc, ce qu'on vous propose, c'est vraiment de prendre quelques petites minutes pour regarder ce questionnaire. Il y a un certain nombre de mesures qui sont proposées sur ce questionnaire-là. Est-ce qu'il faudrait en ajouter? Est-ce qu'il faudrait en supprimer? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait aller sur d'autres directions? Donc voilà, on est vraiment à votre disposition. On va faire le tour avec mes collègues pendant cette réflexion. Et on est vraiment à votre disposition pour l'améliorer, pour qu'à la sortie de ces rencontres nationales, eh bien, on puisse mener cette campagne partout en France pour faire reculer l'abstention dans les quartiers populaires. Merci à vous. Bon, une ou deux mesures, donc pas toutes les mesures. Sur notre table, on a parlé de quelque chose d'extrêmement important selon nous, et c'est le lien avec le milieu éducatif, parce qu'on sait que les quartiers populaires sont des quartiers jeunes, des quartiers très jeunes, dans lesquels le rôle de l'éducation, du lycée, du collège, de l'école est absolument essentiel. Et pour ce faire, on a voulu axer sur la revalorisation et le renforcement des cours d'éducation civique, d'enseignement moral et civique. Ça a changé de nom entre-temps. Une matière qui est souvent, enfin une discipline qui est souvent sous-valorisée au sein du collège, du lycée, avec des élèves qui y prêtent pas particulièrement attention, et c'est dommage parce que c'est évidemment essentiel pour faire vivre notre démocratie. Et cela ne peut pas se faire justement parce que les élèves ont besoin de s'y intéresser, qu'ils soient particulièrement pris en compte sur ces sujets. C'est de parler évidemment du droit de vote à 16 ans, parce que l'enseignement moral et civique, on l'apprend au collège, mais aussi et surtout au lycée. Et pour qu'il soit mis dans la pratique au lycée, il faut pouvoir que les jeunes puissent prendre en main leur démocratie, et notamment par le droit de vote. Alors nous, ce qu'on avait noté, c'était s'engager politiquement dans les quartiers, que chacun s'empare voilà, de la politique dans les quartiers, et toujours dans la même veine, accompagner les jeunes et les ouvrir à la politique. Et en dernier point, recenser les difficultés rencontrées dans les quartiers et les traiter en priorité. Une grande mesure, mais avant, juste pour dire le constat que nous, ce qu'on a fait comme constat, c'est que les personnes des quartiers ne sont pas forcément représentées au niveau du pouvoir politique et au niveau du pouvoir au niveau de la ville. Ce qu'on remarque, c'est que les personnes, on va dire, racisées, représentent souvent dans les villes la partie la plus paupérisée, en fait. Donc c'est à partir de ce constat-là qu'on s'est dit qu'il fallait peut-être mettre en avant, en fait, les associations, pour pas que ce soit que les politiques qui y aient voix au chapitre. Voilà, passer par les acteurs associatifs pour redonner un peu de pouvoir aux acteurs des quartiers, des banlieues, et agir aussi sur la paupérisation en ayant une vraie action au niveau du chômage des jeunes et des personnes les plus précaires. Super, merci. Donc nous, au niveau de nos propositions, donc on s'est rendu compte que on s'est centré un peu sur la jeunesse, et on s'est rendu compte que c'était une population qui n'était pas trop interpellée sur les villes. Donc on a émis la proposition de pouvoir aller au contact des populations dans les collèges, dans les lycées ou au sein des quartiers, de développer davantage d'ateliers pour pouvoir les solliciter et leur permettre de pouvoir faire émerger des idées qui leur semblent davantage en adéquation avec leurs besoins et leurs difficultés. Voilà, alors attendez, j'avoue que ça fait depuis 10 heures qu'on est là. Je voudrais que tout le monde s'applaudisse parce qu'on a tous travaillé en fait. Et vous retrouverez les résultats des 10 mesures par thématique sur les réseaux sociaux. Donc sur Facebook, la page Les Rencontres Nationales des Quartiers Populaires qui existe. Là, je m'apprêtais à les publier pour tout vous dire avant de dire au revoir. Et également sur les réseaux sociaux de Éric Coquerel, vous pourrez retrouver les 10 mesures qui ont été les plus recensées sur toutes vos tables pour les 4 thématiques. Ce travail n'est pas perdu.
On va faire en sorte qu'il soit également accessible sur les comptes de la France Insoumise, le site internet, voilà, pour que ça puisse être une ressource qui serve à toutes et à tous. On n'a pas oublié personne, on n'a pas oublié Diangou, on n'a oublié personne. Et encore une fois, merci à Manon. Je souhaite à tous les députés d'avoir une suppléante comme elle. Voilà, à bientôt. Ciao.